Alex Greenberg, bonjour Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous m'entendez bien ? Et maintenant, vous m'entendez ? Oui, voilà, je vous entends bien. Oh, on a un écho là. J'espère qu'on va pouvoir mener une conversation normale. Alors tout d'abord, avant même de discuter ensemble, juste une information de dernière minute et importante qui est liée à notre conversation, puisque on vient de l'apprendre, Nahama Issachar a été libérée de la prison russe, moscovite, dans laquelle elle était détenue depuis maintenant près de 10 mois. C'est donc une nouvelle qui va certainement réjouir de nombreux Israéliens, et on le sait, apparemment, si tout se passe comme prévu, eh bien, Binyamin Netanyahou ramènera ce soir Nahama Issachar et sa mère Yafa en Israël. Alors, je vais vous demander une réaction à chaud en tant qu'Israélien, au-delà de vos fonctions on va dire d'expert dans les relations entre Israël et la Russie. C'est un résultat émouvant et satisfaisant. Allô ? Alex Greenberg ? Ah ben nous vous avons perdu. Mais vous m'entendez ? Voilà, je vous entends maintenant, voilà. Et je dis que, bien sûr, ma réaction est émouvante. Je ne peux que me réjouir de cette occasion de la libération de Nahama Issachar en tant qu'Israélien. Mais il est à noter qu'Israël a dû payer un prix. Quel est ce prix ? Le prix est que Israël passe à la souveraineté, si l'on peut dire, russe, d'une église à Cour Alexandre, oui, à Jérusalem, mais c'est un prix que je crois qu'Israël a pu se permettre de payer parce qu'il s'agit d'un transfert de souveraineté d'une église russe blanche, c'est-à-dire l'église russe à l'étranger, sous l'autorité de l'église orthodoxe russe historiquement pro-soviétique, mais c'est pas quelque chose qu'Israël n'a pas pu faire ou quelque chose dans ce genre, et surtout étant donné que c'est le comportement du président russe, c'est un comportement dans caïd de mafia, et c'est une bonne tradition de KGB. Donc tout était, si j'ose dire, tout était prévenu à l'avance. Parce que toute l'incarcération de Nahama, c'était donc une opération préméditée par, encore une fois, dans la bonne tradition des services russes, parce que son incarcération a visé la libération d'un hacker russe détenu en Israël pour prévenir son extradition aux États-Unis. Pourquoi cet hacker ? Parce que cet hacker, il est accusé de graves crimes, il faisait le commerce de données des milliers des Américains, et apparemment ce hacker russe saura raconter beaucoup lors de son interrogation sur les liens illégitimes entre le service russe et le crime organisé. Alors, donc vous portez une accusation, on va dire très ferme sur Vladimir Poutine. La question que je voulais vous poser, parce que je le disais tout à l'heure dans la revue de la presse israélienne, il y a un débat autour de la stratégie qu'a menée, on va dire, la famille Issachar. Est-ce que c'était comme ça qu'il fallait mener l'affaire, c'est-à-dire la rendre publique, ou alors il aurait été préférable, comme certains l'ont dit, d'essayer de négocier une libération de plus discrètement ? Il fallait rendre publique cette affaire ? Et oui et non. Je suis d'accord avec l'affirmation qu'il a fallu mener les négociations, comme on dit en russe, sous la table, et le faire calmement, parce que plus on en parle dans la presse, plus le prix va croissant. C'est évident. Dans toutes ces affaires, et cette affirmation valide aussi par rapport au Hamas ou d'autres organisations. Mais surtout que la Russie est quand même une puissance, une superpuissance. On peut pas
Israël n'est pas capable de faire un coup de force vis-à-vis de la Russie. C'est impossible. On peut dire que oui. Est-ce que vous pensez que cette libération elle a été rendue possible, on va dire, grâce aux relations, on va dire, de proximité entre Benyamin Netanyahou et Vladimir Poutine? Et bien sûr, ça n'a aucun doute. C'est-à-dire, en Russie, aucune loi n'existe. En Russie, il y a des oukases, des ordres du roi, du secrétaire du parti général ou du président. Ça n'a aucune importance. Étant donné que M. Poutine s'est rendu ici, il a dit que tout sera en ordre, donc il assume directement la responsabilité de tout ce qui se passe. Et c'est une chose c'est une autre question qui peut-être leur a fallu le faire un peu autrement, mais les résultats auraient été le même parce qu'encore une fois, Israël n'avait aucune autre option. Et Israël, c'est évidemment grâce aux caractéristiques juridiques entre guillemets de Russie. Oui. Et en Russie, ce qui compte, c'est uniquement les relations personnelles. Et quant à l'affirmation que Netanyahou a fait ça pour au but électoraux, et bon, c'est une affirmation démagogique parce qu'on ne peut pas la réfuter. Comment on peut prouver et oui, il n'y a pas, il faut comprendre, pour beaucoup de gens, c'est difficile de comprendre qu'en politique, évidemment en politique internationale, il est impossible de faire la politique sans politique. Ouais. C'est aussi toujours quelque chose. Ça va de tout sens. C'est la déclaration de Trump. De chaque action politique internationale a aussi de calculs électoraux domestiques ou internationaux. Ça n'existe pas autrement. Alors, on va mettre un peu de côté l'affaire Nahama Issachar. Vous pensez que Poutine, quelle est sa position par rapport à l'accord au plan paix américain de Donald Trump? On l'a pas véritablement entendu. Est-ce que vous pensez que il est froissé d'avoir été un peu mis à l'écart, ou alors il y est favorable? Quelle est la position à votre avis de Poutine? Je crois que sa position n'est pas avoir une position. Le conflit israélo-palestinien ne concerne pas tellement la Russie et on peut dire fermement que M. Poutine n'est ni antisémite ni anti-israélien. C'est sa seule vertu, mais quand même une vertu. Et en principe, la Russie c'est vrai que le ministère des Affaires étrangères russe a dégagé quelques déclarations qu'il préférait voir une négociation directe entre Palestiniens et Israéliens, mais ça ne change pas fondamentalement. Alors, ce que cette affaire Nahama Issachar nous révèle, c'est que finalement, et ça peut peut-être paraître surprenant, parce que on pensait que quelque part la Russie s'était débarrassée, on va dire, de son fardeau soviétique, de cette dictature prolétarienne de l'Union soviétique, et finalement on se rend compte qu'au niveau de la justice, eh bien, il n'y a pas de véritable justice en Russie. C'est effectivement une constatation à faire après cette affaire? Et oui, je dirais que c'était toujours l'état de choses en Russie. La Russie n'était jamais démocratique, libérale. La Russie n'était jamais en état de droit. Donc il n'y a rien de nouveau aussi. Il y a quelque chose de nouveau, c'est vraiment l'immixtion des services de sécurité avec les structures criminelles. Ça, c'est un peu nouveau quand même. Uh-huh. Mais en général, je dirais que sur le plan général, c'est que cette affaire nous enseigne, nous tous, que quand on parle, on aime évoquer chez nous, et surtout les cénacles libéraux, les droits internationaux, les droits de l'homme, tout ça ne peut marcher que dans des pays libéraux. Donc on peut créer jusqu'au démon que voilà, la Russie se comporte comme un État du 19e siècle et il ne respecte pas le droit international, mais ça ne change rien. On peut rien changer sans avoir le pouvoir ou le levier de pouvoir.
Oui. Eh bien, on l'a bien compris, vous êtes très, très critique envers la Russie, on le comprend bien. On comprend bien effectivement sur le fond de cette affaire Naama Issachar. Merci beaucoup à Alex Greenberg d'avoir été avec nous ce matin pour nous aider à mieux comprendre cela justement et à commenter cette actualité très brûlante, on va le dire. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, bonne journée.